Bonjour, bienvenue dans le podcast de la chaire UNESCO en paysage urbain de la Faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal. Un rendez-vous pour partager des idées, des expériences et des visions et explorer la ville autrement à travers le regard de celles et ceux qui l'imaginent, la transforment et la questionnent. Bonjour, je suis Roxane, collaboratrice à la chaire UNESCO en paysage urbain et architecte de formation. J'aurai le plaisir d'animer cet épisode avec Léandri, également collaborateur et chercheur à la chaire UNESCO en paysage urbain. Imaginez une ville où chaque espace, chaque lieu est pensé pour inclure tout le monde. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui consacre son travail à rendre cela possible. Son parcours commence à l'UQAM avec un baccalauréat en design de l'environnement, puis à l'université McGill avec une maîtrise en architecture. Deux formations qui posent les bases d'une réflexion sur nos espaces de vie. D'abord conseiller en design urbain puis direction les coulisses de la ville de Montréal en étant conseiller d'aménagement où il traverse différents services, les infrastructures, la voirie et les transports, l'urbanisme et la mobilité, puis les grands parcs du Mont-Royal et les sports. Depuis 2022, il est à la tête de Société Logique, un organisme qui milite pour le design universel. Donc aujourd'hui, on va parler de design, mais pas n'importe lequel, celui qui permet à tout le monde de se sentir inclus dans nos espaces de vie. Bonjour, Pierre-Étienne Gendron. Bonjour. Et bonjour Léandri. J'ai cru que tu m'avais oublié en fait. Ok. Pour commencer un peu notre discussion, on va un peu parler d'abord peut-être de votre formation. Donc, dans un premier temps, une formation en design de l'environnement. En fait, c'est avoir une formation en quoi concrètement? Design de l'environnement, comment ils ont conçu le programme ou le cursus, c'est vraiment de travailler toutes les échelles du design, toutes les échelles de la conception allant de l'objet jusqu'à la ville. Donc, design de l'environnement, on travaille vraiment, en fait, tout le long du parcours, en fait, on va vraiment tester le design industriel, le design d'objets, donc vraiment une petite échelle. Travailler les matériaux beaucoup, travailler sur des maquettes, du prototypage et ainsi de suite. On va aussi explorer plus l'échelle de l'architecture aussi. Donc, c'est vraiment comme toutes les bases de l'architecture, dessin, tout ça sont explorées pour aller dans certains cas, jusqu'à vraiment l'échelle urbaine, faire du design urbain et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment une formation multidisciplinaire. En fait, on passe vraiment au travers de toutes les échelles, ce qui donne quand même... on se spécialise pas nécessairement dans quelque chose de très précis, mais du moins, ça donne vraiment, sur le plan créatif, en fait, sur le plan d'imagination, je trouve que ça développe beaucoup de capacité en fait de développer le projet puis beaucoup de souplesse en fait pour passer d'une échelle à l'autre puis voir comment chacune des choses s'imbrique l'une dans l'autre en fait. Ok, et donc du coup ensuite tu as complété avec une maîtrise en architecture. Donc là c'est pas tout à fait la même échelle. On resserre un peu plus l'échelle. C'était pourquoi vouloir ensuite Pourquoi passer à l'architecture? En fait, c'est ça aussi. J'ai fait ma maîtrise en architecture à McGill, mais c'était profil design urbain aussi. Donc, encore là, je me suis pas orienté vers la carrière en architecture pour aller faire partie de l'ordre des architectes, par exemple. Okay. Donc, c'était vraiment plus une maîtrise en recherche au niveau de l'échelle design urbain. Donc, c'est un programme, c'était tout nouveau à l'époque, en fait. Là, c'est vraiment de faire le lien entre l'urbanisme, en fait, et l'architecture. L'urbanisme, durant une certaine époque, était très basé sur le code, la réglementation, la gestion, en fait, le contrôle du développement urbain. On n'avait pas une approche peut-être plus européenne, latino-américaine, de voir le design urbain ou l'urbanisme comme étant travailler la forme urbaine en tant que projet de design, en fait. D'où l'idée du design urbain, donc faire le lien entre l'urbanisme tel que pratiqué en Amérique du Nord, puis l'architecture aussi. Donc, c'est vraiment travailler... Je dirais que c'est beaucoup plus centré sur l'espace interstitiel entre les bâtiments, entre la rue, qu'est-ce qui fait le lien entre tous ces espaces-là, en fait, au lieu que chacun travaille d'un côté. Le design urbain veut faire un travail d'intégration, en fait, entre les différentes échelles de la ville. Aussi intégrer les questions de mobilité. Donc, on parle beaucoup d'aménagement de l'espace public aussi. Donc, c'est un lien avec l'architecture de paysage, dans le fond, quand on parle d'espace vert, de parc, de place publique aussi. C'est ça. Il y a vraiment un lien qui est fait entre tous ces éléments-là à travers le design urbain. On dit souvent, d'ailleurs, c'est le design des espaces interstitiels. Le design des espaces entre le bâtiment,
entre la place publique, entre ce qui est voirie, et ainsi de suite. Donc, c'est ça. C'est vraiment comment on fait un lien, en fait, entre tous ces éléments-là. OK. Ouais. Et c'est vrai que j'ai été toujours intrigué par le mot design, en fait, dans la partie design urbain, design d'espace, etc. À quoi ça renvoie concrètement quand on parle de design urbain? Surtout cette partie de design-là, qu'est-ce qui entre à l'intérieur? Design. C'est un terme qui est sûrement l'anglais. Bon, je ne suis pas évidemment un théoricien du design. Ça, même si j'arrive à pratiquement bientôt 20 ans de carrière là-dedans, je ne saurais pas le définir en tant que tel au niveau plus comme théorique, en fait. Mais dans le fond, c'est l'action de mettre en forme les choses, l'action d'organiser les choses, l'action de travailler la matérialité, la forme. Donc, vraiment faire le lien entre la forme et la fonction des choses, des objets. Dans le design, contrairement, je ne sais pas, aux arts plastiques ou à l'art visuel ou quoi que ce soit, il y a vraiment toujours l'idée de quelque chose de pratique. Ça peut être du design de vêtements, ça peut être du design de mode, ça peut aller jusqu'à du design numérique aussi, tout ce qui est design web. Évidemment, il y a une notion pratique, il y a une notion d'usage, en fait. C'est quand même pas anodin, là. Je veux dire, tous les objets qui nous entourent, tous les espaces, tout espace virtuel aussi qui nous entoure, qu'on utilise dans le quotidien, sont le fruit d'une pensée, d'un design, d'une organisation. Ça va nécessairement influencer la façon dont on interagit les uns avec les autres, dont on habite, dont on étudie, dont on magasine ou peu importe, là, dont on vit notre expérience à la ville. Donc, c'est le fruit d'un travail de design, d'organisation. Il fallait que quelqu'un y pense à quelque part. Ouais. Je dirais que la nuance, parce que dans le fond, on a toujours habité à des places, on a toujours... en tout cas, ça fait quand même un petit bout que, je ne sais pas, qu'on porte des vêtements ou qu'on fait des objets, ce qui va le distinguer de l'artisanat. En fait, je pense que le design va beaucoup apparaître avec tout ce qui est... Une fois passé la révolution industrielle, finalement. À partir du moment où on commence à faire des objets en série, des choses en série, à partir du moment où du moment aussi on commence à avoir une architecture, où est-ce qu'on a une production plus mécanisée, en fait, là, on va vraiment parler de design, en fait. Donc, c'est vraiment... Je dirais, c'est comment, dans un monde devenu industriel, en fait, on donne forme aux choses, aux objets, au monde bâti, au monde matériel. Puis maintenant, après le passage au numérique, au monde immatériel aussi. C'est aussi le fruit d'un design. De plus en plus, il y a même des gens qui parlent de design de service, par exemple. Comment est-ce que j'organise un service pour des citoyens, pour des personnes, ainsi de suite. Ça peut être des design d'événements aussi. On touche à des choses plus intangibles. Donc, je dirais que passer du design comme quelque chose lié au monde matériel, on s'en va vraiment plus au design maintenant. C'est un terme, en fait, qui va s'étendre à tout ce qui est relation, en fait, à tout ce qui est immatériel, comme je le disais tout à l'heure, comme le numérique, et ainsi de suite. OK. Et donc, justement, une fois qu'on a la découverte de ce design, qu'on comprend comment ça fonctionne, ensuite, par exemple, en tant que conseiller en design urbain, concrètement, qu'est-ce qu'on fait alors pour la ville? Est-ce qu'on continue à faire ce processus de design? C'est ça, comme je disais, oui, j'ai été conseiller en aménagement à la ville de Montréal. J'ai conseiller en aménagement, c'est un peu un nom un peu fourre-tout, là. C'est comme c'est un poste à la ville, en fait. On peut être autant urbaniste qu'architecte. Avoir étudié en études urbaines, en géographie, on peut être conseiller en aménagement. En fait, c'est tout simplement pour orienter la façon dont on va aménager la ville au niveau des politiques et tout ça. Moi, dans mon travail plus spécifique, c'était vraiment un travail de design urbain que je faisais. D'abord, l'arrondissement Ville-Marie, là, j'étais plus comme à travailler à l'émission de permis puis de projets particuliers, pour des projets de construction et ainsi de suite. Je dirais que la plus grosse de ma carrière à la ville, je l'ai faite au transport ou à la mobilité, en fait. Donc, je travaillais dans les équipes qui faisaient des réaménagements de rues et moi, mon dossier spécifique, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à l'accessibilité universelle, en fait. C'était tout ce qui est mobilité active, mobilité piétonne, en fait. OK. Donc, j'ai commencé à faire l'accessibilité universelle au transport parce que, dans le fond, on commençait à se poser plus de questions sur la façon dont il faut aménager la rue pour que ce soit plus sécuritaire, d'une part, mais aussi plus agréable, plus convivial pour les piétons. Parce qu'à partir de l'arrivée massive des voitures dans nos villes, dans le fond, on va réorganiser la ville beaucoup autour de la voiture, le déplacement automobile, avec des conséquences très néfastes sur le territoire, sur perte de territoire, aussi perte de bâtiments, une perte de qualité de vie, au fait, dans les centres-villes, tout ça qui va arriver.
Donc là, une espèce de retour, quand on parle de mobilité durable, il faut pas aussi penser, dans le fond, finalement, les piétons étaient un peu en la marge de l'aménagement qu'on faisait en fonction de l'automobile. S'il restait de la place, on faisait peut-être des trottoirs sur lesquels les piétons allaient marcher. Cependant, ce qu'on réalise dans les villes, c'est que c'est pas tout le monde qui a un accès, qui peut avoir accès à l'automobile. D'un côté, pour des raisons d'argent, là, ça coûte cher une voiture, c'est compliqué. D'une part. D'autre part, c'est pas tout le monde qui peut conduire. Un enfant peut pas conduire. Les personnes plus âgées ne peuvent pas conduire. Les gens qui ont une limitation fonctionnelle ne peuvent pas le faire non plus. Donc, c'est comment est-ce qu'on remet la marche ou le vélo, dans une certaine mesure, ou les transports actifs, les transports collectifs, on leur donne plus de place dans la ville pour créer un système routier qui est plus équitable. Donc, comment est-ce que je vais m'arranger que dans la ville, j'ai des options de mobilité pour tout le monde? Si je peux faire une courte distance à pied, il faut que ça soit agréable, il faut que ça soit sécuritaire. Par exemple, je suis une personne aînée, je veux pouvoir traverser la rue, je veux avoir assez de temps pour traverser la rue, je veux que ça soit sécuritaire et ainsi de suite. Pour le vélo, c'est un peu la même chose aussi, pour ceux qui peuvent prendre du vélo. Ensuite, après un certain temps, je ne vais pas marcher 10 km dans ma journée. Je vais avoir des options de transport collectif. Puis le transport collectif, je voudrais aussi qu'il soit accessible si, par exemple, je me déplace en fauteuil roulant, si je me déplace avec mon enfant, j'ai une poussette, et ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est à partir de là que je me suis posé ces questions-là sur l'accessibilité à tous de notre système routier, puis des transports durables, en fait. Oui, mais ce que je veux peut-être te relancer sur quelque chose, quand tu parles de l'exemple de Montréal, c'est quand même une très grande ville. C'est un peu plus complexe de travailler dans le contexte de Montréal. Bon, déjà, j'aimerais aussi t'entendre sur comment ça se passe pour une grande ville comme Montréal de gérer ces questions-là. Et dans un deuxième temps aussi, c'est au niveau de, justement, ces aménagements, l'universalité de l'accès au transport, de la mobilité de manière générale. Je pense quand même que pour Montréal, qui essaye très récemment de changer un peu la donne en aménageant des pistes cyclables, tout ce genre de choses, il y a quand même une transition. Mais c'est quand même une grande ville avec beaucoup de moyens. Et pour une plus petite ville, comment ça se passe ou comment ça se traduit ou dans des petites municipalités, je sais pas moi, de 2000, 5000 personnes, la voiture, c'est pas trop un choix, quoi, tu vois. Donc, par exemple, dans ces contextes-là, comment tu vois ça? C'est un peu l'enjeu qu'on a eu sur notre territoire au Québec ou ailleurs en général en Amérique du Nord, c'est que dans bien des places, en fait, même les petites villes, petites municipalités sont beaucoup plus compactes, en fait. Il y a beaucoup plus de proximité, ce qui n'est pas du tout le cas chez nous. Donc, très vite, on va adopter la voiture de façon massive, en fait. Et effectivement, dans les plus petites collectivités, villes de moyenne échelle, petite échelle, même en banlieue, en fait, il y a une très grande dépendance à l'automobile parce qu'on a organisé tout le territoire autour de la voiture. Donc, effectivement, pour ces plus petites municipalités-là, ça va coûter plus cher de faire un transport collectif pour desservir tout le monde et ainsi de suite. Là, j'ai l'impression que c'est plus une transformation de long terme qu'il va falloir faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de transport collectif. Je donne des exemples très concrets. Moi, j'ai vu des collectivités, des MRC, en fait, organiser le transport public en différents villages à travers le système de transport adapté pour le transport scolaire, pour les enfants, en fait, qui ont des limitations fonctionnelles, qui veulent aller à l'école. Dans le fond, on va faire d'une pierre plusieurs coups, créer un système de transport adapté qui est également un système de transport collectif puis qui peut faire un lien entre les différentes collectivités pour les gens qui ne peuvent pas avoir une voiture, en fait, même dans ces collectivités-là. Après ça, c'est un choix qu'on fait aussi en tant que société. Oui, d'accord, on a un développement urbain, un développement périurbain ou rural, en fait, qui a fait qu'on n'a pas beaucoup de densité, puis c'est plus difficile de le faire. Mais après ça, c'est qu'est-ce qu'on choisit, dans quoi on choisit d'investir, en fait. Nos moyens, je pense d'ailleurs, il y a beaucoup de travaux, je pense à Catherine Morancy ou des chercheurs comme ça qui ont travaillé les questions de mobilité pour dire comme collectivement combien ça coûte de travailler le territoire en fonction de la voiture, en fonction du transport collectif, des vélos et des piétons. Puis on se rend compte que peu importe l'échelle, c'est beaucoup moins cher, en fait, d'investir en transport collectif, en fait, que celui que d'investir sur une base individuelle pour que tout le monde qui peut se payer une voiture puisse circuler librement ou facilement en voiture, en fait, sur le territoire. OK. Ben, justement, on va venir sur ce qui est le design universel, ce qu'on appelle sur le design universel. Pour cela, je vais te proposer un petit jeu. Donc, en fait, c'est pour
Il y a différentes questions. Il va falloir répondre par oui ou par non. Le but, c'est de répondre le plus vite possible aux questions en 30 secondes. Je gère les 30 secondes. Je serai le maître du temps. Ok, c'est parti. Alors après, bien sûr, on pourra revenir sur les questions. C'est juste pour introduire. C'est un peu des questions mais oui, non, un en peu 30 plus secondes. légères. C'est bon. Voilà. Okay. C'est pour introduire un peu le sujet. Ok, c'est parti. Go. Montréal est une ville bien conçue pour tous. Hélas, non. Tous les architectes comprennent vraiment le design universel. Non. Un bon projet inclusif, ça coûte forcément plus cher. Non. Est-ce que tu dessines encore à la main? C'est rare. Faut dire non. OK. Les normes freinent parfois la créativité? Oui. Est-ce que tu crois qu'un ascenseur peut être beau? Oui. Le design universel est encore perçu comme un bonus et pas comme une base? Malheureusement, oui. Est-ce que tu crois qu'on peut faire une ville 100% inclusive? Oui. Est-ce que le Québec est en retard par rapport à d'autres pays sur l'accessibilité? Oui. Le design universel profite d'abord aux personnes handicapées? Non, à tout le monde. Et est-ce que le design universel, c'est sexy? C'est très sexy, mais on reste habillé. Bon, tu as répondu à toutes les questions en 30 secondes. Bravo. Ouais. Bon, c'est la première fois qu'on le fait, alors on ne peut pas encore comparer avec d'autres invités. Donc, okay. Pour l'instant, tu es le top one. Quoi. C'est bon. Donc, du coup, on va continuer sur la découverte du design universel. D'après ce que j'ai compris, ça se repose sur différents principes. Mm-hmm. Alors, on a l'équité, la flexibilité, simplicité, intuitivité, information perceptible, tolérance, effort physique réduit, taille et espace adéquat. Donc, c'est quand même beaucoup de principes où on a un peu du mal à comprendre exactement à quoi ça correspond. Donc, juste en quelques mots, qu'est-ce que c'est le design universel? Design universel, c'est vraiment un travail de conception qui fait qu'on va considérer comme tous les produits, les espaces, les objets qu'on va concevoir, les services qu'on va concevoir, on va s'arranger pour que toute personne, peu importe ses capacités ou incapacités, soit capable d'utiliser. Elle a le même accès que tout le monde aux mêmes espaces, aux mêmes produits, aux mêmes objets, aux mêmes services, en fait. Donc, c'est un peu l'idée de base. Le design universel, c'est un travail qui mène à l'accessibilité universelle. Le design inclusif va venir à des espaces qui sont inclusifs, c'est-à-dire qu'il faut considérer, en fait, la diversité des capacités de la population tout au long de sa vie pour s'assurer, en fait, de la qualité de notre projet, de la fonctionnalité de notre projet, que ce soit un projet urbain, de transport collectif, d'aménagement d'espaces publics, d'immeubles, d'objets, peu importe. Donc, c'est vraiment qu'on est capable de considérer que tout le long de la vie, les capacités sont constamment changeantes. Je peux naître avec des limitations fonctionnelles. Avec le temps, je peux acquérir certaines limitations fonctionnelles à cause d'une maladie, d'un accident, ou tout simplement parce que je vieillis. Moi, j'aime à dire que si tout va bien dans votre vie, il y a nécessairement un moment où vous allez avoir des limitations fonctionnelles. Je souhaite à tout le monde une longue vie, mais veut pas, en fin de vie, ça va être plus difficile de voir, d'entendre, de se déplacer, de monter, descendre des choses. Donc voilà, c'est comme nécessairement dans notre vie, on vit avec... Même au sein de nous, la diversité capacitaire, elle est là, en fait. Ouais. Donc, c'est ça, ce qui arrive souvent avec les designers, les architectes et ainsi de suite, c'est que souvent, comme il y a une espèce de biais cognitif qui considère comme, mon corps, mon expérience, elle est universelle. C'est la même pour tout le monde, ce qui n'est pas du tout le cas. Une grosse partie de la population n'a pas les mêmes capacités que moi, ne serait-ce qu'à cause de l'âge, parce que je suis un enfant, parce que je suis une personne âgée. Mais ça peut être comme à cause de la taille, la grandeur, ainsi de suite, tout ça. Donc nous, ce qu'on va travailler, c'est vraiment ça, c'est travailler pour élargir la compréhension de ce qu'un corps humain peut faire ou pas faire, pour être sûr que nos espaces, en fait, permettent à tout le monde un usage similaire. Par exemple, accéder au métro, à l'autobus, venir étudier à l'université comme tout le monde, avoir l'accès à du logement aussi comme tout le monde. Parce que je vous laisse imaginer ce que c'est de trouver un appartement en pleine crise du logement à Montréal, où est-ce qu'on a des plex à plusieurs étages d'escalier. Si j'ai pas l'usage de mes jambes, en fait, pour me déplacer, c'est encore plus compliqué. Donc, c'est nous, ce qu'on travaille, c'est vraiment s'assurer que notre espace bâti est vraiment accessible à tout le monde. OK. En fait, c'est pas tant ce que nous, on pourrait appeler comme normes. Imaginons, par exemple, moi, j'ai une formation en architecture. On va devoir délivrer un certain projet. On a des normes à respecter.
Donc forcément, il y a aussi pour l'accessibilité pour tous. Mais là, de ce que je comprends, le design universel, c'est aussi pour élargir, en fait, un point de vue, une position par rapport à la vie dans la ville, de l'habiter, etc. Et donc, du coup, en fait, finalement, tu nous l'as déjà un peu dit, ce design universel est arrivé quand tu as commencé à travailler sur la mobilité en ville, etc. Et est-ce que maintenant, plus dans l'approche que tu as du design, dans l'approche de la construction de cette ville, comment, en fait, tu arrives à intégrer ces principes de design universel dans le projet concrètement? Est-ce que, par exemple, quand on a un sujet qu'on doit répondre à un client, on a une manière de faire notre projet, quand est-ce que ces principes-là rentrent dans l'étape du projet? Est-ce que c'est dès le début? Est-ce qu'on y pense avant, un peu, en même temps? Je ne sais pas. Ben, c'est ça. En ce qui concerne le design universel, dans le fond, ça, c'était logique. Notre travail, c'est de faire la promotion de l'accessibilité universelle puis du design universel. En quelque part, j'aimerais ça que ça soit déjà très intégré dans les pratiques. Bon, on va prendre, par exemple, l'architecture. Dans la pratique de l'architecture, que dans la formation des architectes puis dans leur façon de travailler, on a déjà cette approche-là. De la diversité, de la capacité de la population, des usagers qui vont rentrer dans un immeuble, quoi que ce soit intégré. Bref, on aimerait ça que cette logique n'ait pas besoin d'exister, en fait. Donc, nous, notre travail, quand on rentre dans un projet, puis quand on a une approche design universelle, c'est vraiment d'accompagner les concepteurs ou le donneur d'ouvrage. Là, si on fait un édifice public ou institut, par exemple, je sais pas, je fais un projet de bibliothèque pour une ville au Québec, on peut accompagner la ville aussi pour s'assurer que tout le long du projet, en fait, on va penser à la diversité des besoins de la population qui va utiliser cette bibliothèque-là. Fait que voilà, le plus tôt, le mieux. C'est sûr que si j'arrive à la fin du projet, quand les plans sont à 50% ou même à 90% de réalisation, puis on me demande de rendre l'espace accessible, ben là, on va briser beaucoup de rêves, en fait. Parce que là, il va falloir détricoter beaucoup de choses parce qu'on n'a pas pensé dès le début à la conception universellement accessible. Je dirais que c'est dès le début du projet, quand on commence l'idéation du projet, quand on travaille le programme fonctionnel et technique, ou comme les premières esquisses, en fait, il faut avoir cette pensée-là du design universel. Et c'est là que ça devient plus créatif aussi. C'est qu'on a plus d'espace pour la création parce que, justement, ce n'est plus vu comme une contrainte, c'est vu comme un levier de création qui apporte de la qualité à l'espace bâti qu'on construit, en fait. Et est-ce que dans le processus, parce qu'on parle de design universel, c'est bien entendu pour tout le monde, mais le processus aussi, dans une certaine mesure, doit être quand même assez inclusif, non? Est-ce que dans le processus de réflexion, d'idéation, depuis le départ jusqu'à la mise en œuvre, est-ce qu'à un moment, il y a quand même aussi les personnes concernées qui interviennent dans ce processus-là? Ben, encore, on peut prendre l'exemple de la bibliothèque. Moi, je trouve que c'est toujours bien d'impliquer des personnes qui ont des limitations fonctionnelles, en fait, dans la conception, ne serait-ce que juste pour s'assurer qu'on a un lien avec ces personnes-là. D'un, une expérience sensible, c'est bien que les gens viennent présenter leur expérience, dire comme moi, qu'est-ce que ça représente pour moi d'aller à la bibliothèque. Donc, je pense c'est un mode d'enseignement d'aller dans une autre bibliothèque qui existe déjà, observer les gens, comment ils se déplacent, comment ils utilisent l'espace, et ainsi de suite, tout ça pour voir comment est-ce qu'on peut ajuster, en fait, notre conception, notre projet. C'est une bonne chose. Surtout que moi, à l'heure actuelle, je ne vis pas avec des limitations fonctionnelles aussi. C'est pas mon quotidien, c'est pas ma réalité. Donc, même moi, même si j'ai décidé de consacrer ma carrière là-dedans, il faut quand même que je reste au courant de ce qui se passe. Des développements en recherche, des développements aussi au niveau militant, là, parce que nous, on a des organismes avec qui on travaille. Ils nous disent comme, ben voici c'est quoi les grands enjeux qu'on vit, voici c'est quoi les nouvelles solutions qui existent, qu'est-ce qu'on aimerait explorer. Donc, c'est ça. Je trouve qu'être en lien avec ces personnes-là, c'est très important. Cependant, ce qu'il faut considérer, c'est que souvent, on pense à une personne aveugle, donc c'est quelqu'un qui ne voit pas du tout. En fait, il y a plusieurs façons d'avoir des limitations visuelles ou sensorielles. Même chose pour une limitation motrice. Il y a plein de choses que je veux vivre. Donc, si moi, mon expérience, ma limitation motrice est de tel type, c'est sûr, mon expérience peut enseigner beaucoup de choses, mais c'est juste une pointe de l'iceberg de toutes les personnes qui peuvent avoir une déficience motrice. Donc, ça donne des bons indices, mais c'est à force, en fait, de pratiquer puis de travailler, puis ensuite qu'on est capable de voir ou de tracer des grandes lignes intéressantes dans un projet. C'est qu'on peut avoir chacun nos biais par rapport aux capacités qu'on a, aux incapacités qu'on a aussi.
Ce qui est important dans le travail de design universel aussi, c'est de dire que si je retire un obstacle de l'espace bâti pour une personne, disons par exemple une personne qui a une déficience motrice, il ne faut pas que je crée un obstacle ou une perte de repère pour une autre personne. Par exemple, quelqu'un qui a une déficience visuelle. J'ai un exemple concret, si je réaménage une rue, je fais une rue piétonne demain matin, donc il n'y a plus de voitures qui passent, c'est génial, ainsi de suite. Je décide dans cette rue-là, en fait, d'enlever la démarcation entre le trottoir et la chaussée habituelle. Pour faire un seul grand espace qui est plat. Puis là, j'ai l'impression que c'est génial parce que les gens en fauteuil roulant, maintenant, peuvent aller partout, c'est pas un problème, ainsi de suite. C'est plus ou moins génial pour une personne qui a une déficience visuelle parce qu'elle, en plus des cues, des indices sonores qu'elle va chercher dans l'environnement, par exemple, la proximité d'un mur, les bruits des voitures, ainsi de suite, va avoir besoin de cues tactiles, de marqueurs tactiles. Donc, la ligne de trottoir, la démarcation, cette fameuse ligne-là qu'il y a tout le long de la rue, est très utile pour faire orienter les personnes dans l'espace. Donc, on essaye, par exemple, si je fais une rue piétonne un matin, de m'assurer, en fait, que tout le monde a encore la possibilité de se déplacer comme tout le monde. Je dis pas qu'il faut faire exactement les rues comme elles sont toujours partout. C'est juste qu'il faut considérer la façon dont les personnes avec une déficience visuelle ont besoin de se déplacer. Donc, je vais peut-être mettre des fausses plantées avec des arbres, la plantation, ainsi de suite, pour que les gens... Ou un alignement de mobilier qui va faire que les gens qui ont une déficience visuelle vont être encore capables de s'orienter dans cet espace-là. OK. Qui est autant de repères visuels que physiques, en fait, finalement. C'est ça. Le défi du design universel, c'est de, considérer la diversité des besoins qui vont souvent être contradictoires, mais ça, il faut le travailler. La contradiction, de toute façon, travailler des contradictions en design, en architecture, on le fait constamment, là. Fait que c'est ça. C'en est juste... C'est un autre niveau qu'on vient rajouter. Surtout, jamais opposer les besoins de certains groupes de population par rapport à d'autres groupes, en fait. Ouais. Et du coup, est-ce que tu trouves que ces contradictions qu'ils peuvent avoir, est-ce que ça accentue la créativité du projet ou c'est un réel défi parce que souvent, on part d'une intention d'envie pour un projet. Alors oui, il y a toute une liste qu'on doit au client qui va demander le projet, mais après, cette créativité, elle part de nos intentions aussi. Est-ce que, justement, cette pensée d'accessibilité, elle va engendrer ta créativité ou... Je pense que ça peut être une donnée qui peut être intéressante à donner d'entrée de jeu dans le projet. J'ai un exemple concret, un fait vécu, je n'aimerais pas nécessairement le projet, je crois pas que c'est utile pour la conversation, mais disons un concours de design d'architecture pour une bibliothèque. Avant de lancer des architectes dans un concours, il y a évidemment un cahier qui est fait par rapport au concours, en fait, un cahier des charges, tout ça. Je pense d'entrée de jeu, il faut le nommer, qu'on veut que l'espace soit le plus accessible et agréable pour tout le monde. Donc, l'exemple concret que je veux donner, c'est un concours d'architecture qu'on avait encore une fois pour une bibliothèque. Puis tout le concept était construit autour d'un escalier monumental, en fait. Donc, toute l'expérience de la bibliothèque, tout le parcours créatif ou la pensée créative était faite autour de passer d'un niveau à l'autre puis avoir une expérience intéressante en passant d'un niveau à l'autre à travers un escalier. Le projet est présenté au public et ainsi de suite, mais plus tard, des citoyens vont dire comme, là, vous avez une super expérience monumentale, intéressante dans l'escalier, mais est-ce que l'ascenseur va être aussi monumental? Est-ce que moi, je vais avoir une expérience équivalente en termes de design, et ainsi de suite? Dans ce cas-ci, on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas d'ascenseur dans le projet. C'est juste que c'était un ascenseur, il avait coupé le budget de l'ascenseur, il l'avait mis dans le fin fond de la bibliothèque. On avait accès d'un étage à l'autre, mais l'expérience n'était pas là. Donc, on n'avait pas travaillé la disposition de l'ascenseur, ni la matérialité de l'ascenseur ou son travail pour faire une expérience aussi intéressante. Bon, je dirais pas monumentale, mais aussi intégrée, en fait, dans la pensée de design. Donc, je pense simplement que je dirais que c'est un bon intrant à voir. C'est une bonne posture créative à prendre. Je peux faire un projet, je peux toujours être créatif, peu importe la posture que je prends, mais c'est comme, dans le fond, c'est un biais créatif que je vais prendre pour m'assurer que mon espace intègre le plus de personnes possible, en fait, le plus accessible aux personnes. Pour moi, oui, c'est un levier de création parce qu'on peut faire des choses plus intéressantes, mais c'est tout simplement un levier, un critère de qualité de l'architecture. On parle toujours d'architecture de qualité. Donc, l'architecture de qualité, on va le voir à travers la matérialité, à travers la durabilité des matériaux, à travers l'ambiance générale. Oui, il y a un aspect esthétique dans l'architecture qui est là, mais pourquoi est-ce qu'on ne verrait pas l'accessibilité universelle ou la capacité de tout le monde de l'utiliser, peu importe les capacités, comme étant un levier de création et un critère de qualité de nos espaces bâtis? Mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de matérialité de manière générale. La ville comme
élément physique. Mais tu le disais tantôt au départ, il y a beaucoup de numérique aussi. Et la ville aussi tend aussi à se dématérialiser d'une certaine façon. C'est-à-dire l'accessibilité à la ville, certes, c'est les infrastructures, c'est la mobilité, c'est les équipements bibliothèques, etc. Mais c'est aussi un bagage d'instruments numériques pour se commander à manger, faire vérifier son permis par la ville à travers... Récemment, moi, il y a plein d'outils d'intelligence artificielle que les municipalités mettent en place pour valider les permis, ce genre de choses. Après, d'une certaine façon, ça exclut aussi pas mal de personnes. On parlait des personnes aveugles. Moi, je me demande bien comment, sur un site Internet, par exemple, quelqu'un qui est aveugle peut naviguer à travers les onglets, ce genre de choses. Quelle est ta lecture, toi, qui travaille justement sur ces questions de design universel par rapport à ça? Ben, c'est sûr que nous, à Société Logique, on se préoccupe beaucoup de l'espace bâti. Donc, quand il y a du verre, des briques, du béton, là, on est là, et ainsi de suite. Le numérique, on l'a moins exploré, ça. Effectivement, c'est un gros enjeu. D'un côté, pour les gens qui ont une déficience visuelle, évidemment, mais ça peut être déficience sensorielle aussi. Ça peut être aussi pour tout ce qui est déficience intellectuelle, autisme, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment comment on est capable de faire des sites qui sont plus accessibles. Mais je dirais que pour la déficience visuelle, si on prend juste cet exemple-là, effectivement, c'est la plupart des sites qu'on fait, la plupart des logiciels qui sont développés, et ainsi de suite. Très rarement, on va considérer la question de l'accessibilité des contenus numériques. J'ai mes partenaires du RAM, du réseau des aveugles et handicaps du Montréal métropolitain, qui donnent des formations sur comment monter un site web là, plus accessible, la sensibilisation là-dessus. Il y a moyen de le faire, c'est clair. Puis effectivement, ça va, pour les gens qui voient, ça va être une autre expérience visuelle probablement, parce que dans le fond, il faut bien aligner les contenus pour que les lecteurs, en fait, les traducteurs, les outils qui servent à la traduction soient capables de lire les sites web. Cependant, il n'y a pas juste du mauvais avec le numérique aussi. Je veux dire, avant, pour lire un livre, il aurait fallu comme qu'il soit traduit, passé en braille, en fait. Maintenant, avec des lecteurs numériques, en fait, là, on a virtuellement accès beaucoup plus de la littérature et ainsi de suite. Donc, il y a un accès beaucoup plus fort au texte, en fait, aux contenus qui sont intéressants. Fait qu'il n'y a pas juste du mauvais dans le numérique, c'est juste que, encore une fois, si on ne pense pas le numérique pour le rendre accessible d'entrée de jeu, ben oui, ça va créer des obstacles. Ça, c'est un gros enjeu parce qu'effectivement, on dématérialise beaucoup nos relations, on dématérialise beaucoup d'échanges, mais on se pose pas la question de l'accessibilité. Donc, pour nous, qui, au niveau sensoriel, on a tout ce qui est disponible, c'est facile. Oui, ça nous facilite la vie. Pour d'autres personnes, ça les complique. Un exemple concret, vous avez sûrement fait ces sites web-là où est-ce qu'on doit faire pour s'assurer qu'on n'est pas un robot. Il faut juste identifier... c'est toujours cucu un peu, là, c'est toujours des feux de circulation, des trucs moches qu'il faut voir dans l'image, mais si je ne vois pas, je ne suis pas capable de m'identifier. Donc, imaginez comme tous les services auxquels je n'ai pas accès parce que je ne suis pas capable autrement de prouver que je suis un robot. Ça existe, c'est des outils pour s'assurer que tu n'es pas un robot, mais que tu n'as pas besoin d'identifier quoi que ce soit. Mais comme ce réflexe-là n'est pas encore établi, ou c'est pas encore rentré dans une norme, dans les pratiques courantes, ben encore beaucoup de sites sont inaccessibles. Ouais, mais du coup, quand je t'écoute beaucoup parler de design universel, c'est quand même beaucoup de... En fait, le sentiment que j'ai, c'est un peu la dictature de la majorité, en quelque sorte. En fait, on dessine le monde comme on le voit soi-même. Bon, je vais peut-être raconter une petite anecdote. Quand moi, j'étais à l'école d'archi, c'était pas où moi j'étais, mais c'était l'école d'un ami. En fait, dans son école à lui, le directeur, c'était quelqu'un qui avait toute sa motricité et qui refusait d'investir justement dans les infrastructures, des rampes pour handicapés, au niveau des escaliers et tout ça, parce qu'il trouvait que c'était trop cher. Et justement, il y avait un enseignant qui avait des problèmes à accéder aux salles de cours, justement, parce que c'était une personne à mobilité réduite. Malheureusement, le directeur a eu un accident de circulation et a tout de suite, après son retour d'hôpital, investi massivement dans ces aménagements pour pouvoir circuler facilement dans l'école. Pourquoi je parlais de dictature de majorité, c'est justement, il y a des enjeux aussi de pouvoir dans ça, des enjeux de qui fait les lois, entre guillemets, parce que le design universel, oui, ça sonne bien pour nous qui sommes critiques et qui avons un regard un peu inclusif sur la société. Mais pour ceux qui décident ou qui ne comprennent pas forcément, qui font la balance entre qui je sers et qui je desserre, combien ça coûte par rapport à ce que ça rapporte, est-ce que ce n'est pas justement des conflits comme ça que tu rencontres aussi dans les discours et dans les projets sur lesquels tu interviens?
Mais c'est assez constant, je dirais. Puis souvent, justement, on va peut-être passer en plus ce qui est cadre normatif au niveau des normes de construction, de conception routière ou peu importe. Je donne un exemple d'architecture. On va me dire comme, ben oui, mais il y a des normes pour l'accessibilité en architecture, puis nous, les architectes, on applique ça, donc c'est réglé, il n'y en a plus de problème, en fait. Mais dans les faits, ces normes-là, c'est assez récent dans le cas du bâtiment qu'on en a. Peut-être commencé dans les années 60, 70, 80, ça va commencer à être là. Puis je dirais que c'est surtout orienté autour des besoins des personnes qui ont une déficience motrice. Puis ça ne couvre même pas tous leurs besoins, en fait. C'est comme si je comparais ce cadre normatif-là de base comme étant un peu le salaire minimum. Vous et moi, vous savez très bien qu'aujourd'hui, on ne peut plus vivre avec le salaire minimum. C'est un peu la même chose. Ces normes-là ne sont pas suffisantes. Donc, dire comme, c'est beau, mon projet est accessible parce que j'ai suivi le code, ça ne fonctionne pas. C'est pas suffisant. Et en plus, plusieurs des immeubles qu'on construit peuvent, à cause de différentes classifications des immeubles et ainsi de suite, le code n'est pas toujours obligatoire ou nécessaire. On peut souvent s'en passer. Donc, c'est vraiment un enjeu. Au niveau de tu disais la dictature de la majorité, c'est ça qui nous manque. C'est que les gens, on considère toujours que le handicap, ça ne concerne pas. Ça en concerne une minorité de la population qu'on ne voit pas. Mais pourquoi on les voit pas? On les voit pas parce qu'ils peuvent pas sortir de leur maison. On les voit pas parce que ils n'ont pas accès aux bibliothèques. Ça m'est déjà arrivé de dire comment on n'a pas besoin d'aménager pour les personnes aveugles. On n'a jamais vu de personnes aveugles sur la rue. Je dis, peut-être qu'il n'y en a pas parce que c'est pas possible pour elles d'accéder à ces espaces-là. Donc, c'est vraiment, dire qu'on les voit pas, c'est parce que il faut regarder tout simplement. Depuis que je travaille en design universel, j'en vois à tous les jours. À chaque déplacement, je vois des gens qui ont des limitations fonctionnelles, qui ont de la difficulté à marcher, à se déplacer, à voir, ainsi de suite. Puis d'ailleurs, toutes les limitations fonctionnelles ne sont pas visibles. Je peux être sur le spectre de l'autisme, mais en fait, personne ne va le savoir. Ouais. À la limite, mes collègues de travail vont me trouver bizarre un peu, ou comme dire comme, ah wow, la communication est pas la même avec cette personne-là, mais c'est pas quelque chose seulement de visible. Puis il y a même plusieurs personnes qui disent comme, je n'ai pas envie d'en parler. J'ai une limitation fonctionnelle. C'est quelque chose qui existe, le fait de dire comme, oui, j'en ai une, mais ça devrait pas être un cas. J'ai pas nécessairement le goût de constamment déclarer que je l'ai. Fait que c'est ça, faire comprendre aux gens que c'est pas une infime minorité de la population, là. C'est quand même... là, j'ai pas les chiffres avec toi, mais c'est pratiquement au-dessus de pratiquement 25% de la population du Québec qui déclare avoir des limitations fonctionnelles. Il y en a pour qui c'est permanent toujours du... Ah mon Dieu, il faudrait que je retrouve les chiffres, en fait, là. Okay. Mais souvent, puis avec ça augmente avec l'âge aussi. Quand j'ai passé 65 ans, c'est le tiers de la population, en fait. À peu près le tiers de la population au Québec faut passer 65 ans de limitations fonctionnelles. C'est plus une petite minorité, là. C'est un gros groupe de la population qui n'a pas accès, au même titre que tout le monde, aux services, aux espaces, ainsi de suite. Puis on a un coût qui est lié à ça, en soins de santé, en proche aidance, en accompagnement, et ainsi de suite. Donc c'est ça, il y a un coût au fait de ne pas avoir d'espace. Fait que moi, quand on me dit comme, oui, ça coûte cher, comment ça va coûter de garder quelqu'un chez soi? Combien ça va nous coûter donner accès à un transport adapté ou des choses comme ça. Comme il y a beaucoup de choses comme ça qui font qu'on a besoin de se dire comme... En fait, j'ai beaucoup discuté avec le discours dans le fait comme tout coûte cher. Tout a un coût, effectivement, mais où est-ce qu'on décide de mettre nos énergies puis qu'est-ce que ça nous permet de construire, en fait? C'est ça. Et en plus, j'ai l'impression que souvent... on va parler d'une déficience. Cette personne, elle peut pas voir. Cette personne, elle peut pas se déplacer. Mais aussi, quand tu penses à la ville, quand tu conçois un espace, tu offres une expérience. Et si tu vois pas, par exemple, tu as d'autres sens qui sont beaucoup plus développés et tu peux aussi jouer sur cette expérience-là. Donc, aussi, au lieu de penser à quelque chose que tu n'as pas, mais d'autres choses que tu as développées différemment. Et donc, du coup, tu peux aussi offrir d'autres expériences qui ne sont pas forcément basées sur les normes de tout le monde. Par exemple, si on reprend l'idée de la bibliothèque et qu'on donne une expérience de plusieurs vues, par exemple, de paysages, où tu as une accessibilité sur différents étages, peut-être que la personne qui a une déficience visuelle, l'expérience du bâtiment, elle ne va pas avoir la même, mais peut-être ça va être plus sur... l'odeur, les ressentis, puis en plus avoir une déficience visuelle, c'est pas forcément rien voir. Tu peux aussi. Exact, c'est ça. T'as des jeux de lumière sur lesquels tu peux jouer, ou tu peux être beaucoup plus sensible que si t'as une vue qui est totalement correcte.
Donc, du coup, parfois aussi, moi, là, dans la réflexion qu'on est en train de se faire, je me dis, parler de design universel, c'est aussi savoir offrir plusieurs expériences à différentes personnes. Exact. Puis, où est-ce qu'on est dans le levier de création, c'est intéressant. Un exemple concret, c'est, disons, l'aménagement d'un parc, d'un espace public. Je pense que les traditions du design, la façon de conception, c'est beaucoup basé sur une tradition visuelle. On fait des plans, on fait des images, on fait des choses comme ça, ainsi de suite. Mais il y a un paquet d'autres expériences qu'on peut aller chercher. Donc, pour un parc, par exemple, travailler la sonorité. Donc, le son, tu vas avoir des fontaines ou des types d'arbres que tu vas choisir. Le bruit du vent qui passe dans un peuplier n'est pas le même que le bruit du vent qui passe dans un érable, en fait. Donc, comment est-ce qu'on peut construire des paysages sonores qui sont pertinents? Comment est-ce qu'on peut travailler les parfums aussi? Les parfums vont servir à l'orientation. J'ai tendance à pas trop travailler les parfums dans les espaces fermés ou utiliser des parfums artificiels, parce que pour les personnes d'une hypersensibilité, ça peut être un problème, là. Je pense notamment aux personnes autistes qui peuvent être très, très, très sensibles aux parfums, mais un parfum plus naturel dans un espace ouvert, ça peut être pertinent de l'utiliser. Ça vient créer, en fait, un autre paysage, en fait, qu'on peut utiliser. Les textures, c'est la même chose. L'ombre, la lumière, le confort thermique, c'est des choses qu'on peut travailler aussi. Des fois, surtout dans notre climat à nous, des fois, j'ai le goût d'être au soleil, des fois, j'ai le goût d'être à l'ombre, selon la saison, la temporalité. Donc, c'est des choses qu'on peut travailler beaucoup aussi. Et justement, pour rebondir, quand tu travailles donc tout ce design universel, est-ce que c'est plus sur des espaces qui sont en construction, mais les espaces qui sont déjà existants, parce qu'on tend de plus en plus aussi à la rénovation, à avoir des espaces à leur donner de nouvelles fonctions, en tout cas leur imaginer une nouvelle vie. Et donc du coup, sur ces espaces qui sont déjà existants, quel est le défi d'essayer de faire rentrer ce design universel c'est ça, il y a toujours deux niveaux. C'est un nouveau projet. En fait, je dis qu'il faut vraiment penser dès le début à l'accessibilité pour pas trop... pour pas l'échapper finalement, ou faire du mieux qu'on peut, et ainsi de suite. Dans des espaces construits, c'est autre chose. Là. Effectivement, on a peut-être plus tendance à faire certains compromis. Souvent, on parle pas tant de design universel, plus que d'adaptation. Donc, c'est une espèce déjà construit. Donc, mettons qu'il y a 3 marches dans l'entrée. À côté, on va mettre une rampe où on va mettre une plateforme élévatrice. Donc, ça, on est vraiment dans l'adaptation. On s'ajuste selon les besoins très précis d'une personne ou d'un groupe de personnes pour qu'au moins ils puissent avoir un accès. Cependant, je dirais que dans des édifices publics, des choses comme ça, c'est comme souvent on a à faire des gros travaux, mais c'est un bon moment pour faire mettre en place des grosses mesures d'accessibilité. Un exemple concret, c'est le métro de Montréal. À l'époque, ça va faire bientôt 20 ans. En fait, Société Logique, on avait fait une étude sur l'accessibilité du métro. On a fait un benchmark en comparant avec plusieurs villes. On s'était rendu compte que le métro de Montréal était un des moins accessibles au monde. Mais ça a quand même lancé, en fait, tout le travail pour rendre nos stations de métro plus accessibles. Donc, toutes les nouvelles ont déjà des ascenseurs d'entrée de jeu. Mais tu sais, les ascenseurs se sont quand même multipliés beaucoup dans le métro au cours des années. Ça coûte cher, oui. Ouais. C'est sûr que dans les travaux de métro, ils font pas juste mettre un ascenseur, on fait plein d'autres travaux en parallèle. Donc oui, on arrive plusieurs dans les dizaines de milliers de dollars parce qu'on revampe la station en même temps. Mais n'empêche qu'après ça, le bond d'accessibilité, le gain d'accessibilité qu'on fait pour absolument tout le monde est magistral, en fait. C'est pour avoir déjà déplacé avec un vélo ou des valises dans le métro, quand un ascenseur, c'est vachement bienvenu pour tout le monde. D'ailleurs, vous remarquerez que sur les ascenseurs dans le métro, c'est pas comme si on mettait un fauteuil roulant ou des choses comme ça. C'est vraiment, on dit c'est un ascenseur, tout le monde peut l'utiliser. Ça donne l'accessibilité aux personnes en fauteuil roulant, oui. Des gens qui n'avaient pas accès au métro, mais quand même, c'est vraiment utile pour absolument tout le monde, en fait. Avec quand t'as tes valises. Oui, c'est ça. Et après, c'est une question quand même aussi de droit à la ville, parce que tout le monde, en tant que citoyen, a quand même droit de pouvoir jouir ou bénéficier de tous les services, justement de manière universelle. Donc, ne pas mettre ces infrastructures à l'excuse que c'est cher, c'est quand même retirer ce droit fondamental, entre guillemets, aussi à beaucoup de personnes. Tu parlais de plus de 20 à 25% tout à l'heure. Donc, je pense quand même que c'est quand même un élément crucial, quoi, pour justement redonner droit à la ville à tout le monde, en quelque sorte. C'est ça. Il faut vraiment le voir comme, non pas, oui, sur le coup, il peut, pas toujours. Des fois, c'est pas si cher que ça. Tu fais des travaux, juste bien faire, bien organiser tes travaux, puis ça va tout à fait rentrer dans les coûts du travaux. Si tu y penses trop tard dans ton projet, effectivement, il va y avoir un surcoût associé parce que tu n'y as pas pensé dès le début. Donc, quand on y pense comme très bien dans la conception, souvent,
on peut très bien l'intégrer dans les coûts du projet, puis ça devient quelque chose d'à peu près, c'est un coût à peu près virtuellement inexistant. Dans les adaptations, oui, c'est clair que là, il va y avoir un coût associé, tout ça, mais il faut le voir dans le long terme, dans la durée de vie du bâtiment, qu'est-ce que ça permet, en fait. C'est vraiment un gros gain en qualité, là. C'est ça, dans un projet, il y a peut-être bien d'autres choses que je pourrais regarder à couper, avant de couper la question de l'accessibilité, en fait. Ouais. Mais oui. En fait, tu vois, j'avais une question. Est-ce que c'est l'espace qui doit s'adapter au design universel ou est-ce que c'est le design universel qui s'adapte à l'espace? En fait, de ce que je comprends de ta réponse, là, de ce que tu nous as expliqué, ça va dépendre aussi, en fait, de l'étape du projet, à quel moment tu vas intervenir. Et quel type de projet c'est, du coup? Mais de toute façon, peu importe dans un projet d'architecture de paysage ou de design, il n'y a jamais un projet qui se fait sans aucune contrainte. De toute façon, la contrainte est un peu la base du projet ou va servir à nourrir le projet. Le site, on n'arrive jamais dans un espace vide, donc le site apporte ses contraintes ou apporte des leviers, en fait, ou sur quoi s'appuyer. C'est un peu la même chose avec ça. Donc, peu importe qui j'avais, il y aura nécessairement des contraintes. C'est juste que là, on va rajouter dans notre conception quelque chose de différent, mais c'est pas une contrainte qui n'est pas gérable dans un projet. Toujours moyen de trouver des solutions, toujours moyen de travailler des choses, surtout quand on le travaille sensiblement, avec les personnes concernées beaucoup aussi, mais c'est ça. OK. Merci beaucoup, Pierre. Merci à vous. C'est très intéressant. Ça nous permet d'avoir aussi une vision, de comprendre. Et puis, même nous qui pensons aux différents espaces, on a tous des formations différentes et on voit que ça rentre dans toutes ces formations de pensée de la ville. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Ouais, merci d'être passé et merci de nous avoir parlé de design universel aujourd'hui. Ça fait grand plaisir. Bonne journée. Bonne journée. Un grand merci à notre invité pour avoir pris le temps de partager son expérience et ses idées. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Merci à l'Université de Montréal de nous accueillir dans son studio d'enregistrement. Ce podcast fait partie du projet Evadia+, mené par la chaire UNESCO en paysage urbain, qui explore la ville et ses transformations à l'ère du numérique.